Alors, bon, s'il vous plaît. Donc on va faire ce qu'on appelle la grande vigie jusqu'à 3h30. Et on a choisi d'avoir juste un seul slogan pour justement qu'ils puissent le lire plusieurs fois si besoin, et puis que ça les marque. Donc vous ne pouvez pas dire, enfin, vous pouvez lire, hein, vous ne saviez pas. En anglais, en français. Et on va se mettre sans doute avec les portraits de dictateurs, les combinaisons blanches, peut-être par 10. Et puis entre les 10, il y aura à chaque fois des gens avec les panneaux. Voilà. Et puis à 3h30, on va tous remonter là pour l'inauguration de la stèle et puis les discours. Ça tient pas. Ça va bien ? bonjour Michel. Ça a de l'allure. Il avait à un moment donné. La toute première fois, vous étiez 3 à manifester avec vos pancartes. Bonjour, Serge de France 3. Qu'est-ce qui vous a à la base motivé pour lancer cette idée de venir manifester? C'est ce que je disais à votre collègue. Quand j'ai lu dans Le crime de Tchernobyl, le livre de Vladimir Tcherkov, le comportement de l'OMS, alors là, ça m'a vraiment révolté parce que, bon, quelqu'un qui est pro-nucléaire, qui aime le nucléaire et tout, après tout, c'est son truc, hein. Mais alors, des toubibs dont la mission c'est de protéger la santé des populations, qui mentent aussi manifestement, qui dissimulent les conséquences sanitaires aussi manifestement qu'ils le font, en continuant de dire que Tchernobyl c'est 52 morts par exemple, ça m'était complètement insupportable. Et je me suis dit, je vais aller me planter devant la porte de l'OMS à Genève avec une pancarte sur le ventre. Puis je me dis, bon, ça ne sert à rien que je le fasse tout seul, et j'ai commencé à prendre des contacts dans les organisations que je pressentais intéressées. Ça, c'était en 2006, et puis on a mis 6 mois à mettre ça sur pied, et le 26 avril 2007, Vladimir, Thérèse, ma compagne et moi, on se plantait devant la porte principale de l'OMS. Mais bon, on n'a pas du tout la prétention d'avoir changé le monde, on a amené notre pierre. Merci à tous d'être venus aujourd'hui pour commémorer cette magnifique stèle qui va être dévoilée donc par Rémi Pagani, conseiller administratif de la ville de Genève. Chers amis,
Je tiens à dire toute mon admiration vraiment pour les personnes qui ont été ici pendant 10 ans. Je propose qu'on les applaudisse, tous ces gens, parce que vraiment, il faut y aller, quoi. Oui, bravo à Paul aussi, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est lui qui est... Bravo! Ah oui, c'est pas le tout, mais il faut accrocher le bazar. Voilà. Bon, et puis il y a quand même eu quelque chose qu'on a fait ensemble. On a été voir la directrice, je me souviens d'une réunion complètement improbable, je dois dire. La directrice s'est comportée de manière scandaleuse. Elle se préoccupait de ce qui se passait dans le monde, et puis nous on lui disait mais quand même la propagation nucléaire, même à dose minime, c'est quand même important, vous devez vous en préoccuper. Oui, 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 on s'en préoccupe, oui, oui, oui. Et en fait elle n'a jamais rien fait. On nous dit non, non, mais il n'y a pas, les doses sont trop petites et vous pouvez très bien survivre, et ce n'est pas vrai. Il y a des scientifiques qui l'ont dit, et y compris autour des centrales nucléaires. En ce moment même, il est prouvé scientifiquement que les cancers sont plus élevés autour des centrales nucléaires qu'ils ne sont habituellement. C'est pour ça que nous avons mis une stèle pour commémorer cette action quand même héroïque parce qu'il faut se lever tous les matins et puis il faut venir ici, rester et je crois que c'est important d'avoir fait cette démonstration-là pour continuer le combat aussi, parce que c'est un combat de longue haleine pour que l'humanité se sépare définitivement de cette énergie incroyablement cancérigène et dangereuse. Voilà, je vous remercie de votre attention et continuez dans le combat. Oui, 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 attendez. Je crois que tu peux venir avec moi, te mettre là pour découvrir. Oui, 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 oui. Mettez-vous ici, mettez-vous à côté de moi. Voilà, et puis on lève tous ensemble. Voilà, on y va tous ensemble. Bonjour à tous. Je voudrais dire un mot sur ce mouvement en lien avec l'invisibilité non seulement des maladies radio-induites. Là, je dirais que dénoncer pendant 10 ans cette collusion entre l'OMS et l'Agence internationale pour l'énergie atomique, c'est un scandale qui malheureusement ne finit pas. C'est la complicité aussi entre le lobby nucléaire et les autorités sanitaires nationales et internationales. Et il faut continuer ce combat. Et là, je voudrais parler de victimes du nucléaire qui sont parmi les plus invisibles. C'est les travailleurs. Les travailleurs du nucléaire civil, les travailleurs du nucléaire militaire. Et là, je peux parler d'un groupe que je connais bien, c'est les irradiés de l'île Longue à Brest, qui ont travaillé entre 72 et 96 à la fabrication des engins, sans aucune information sur ce qu'ils manipulaient. Ils sont actuellement aux prises avec des maladies radio-induites, en particulier des cancers. Et bien sûr, le ministère de la Défense s'appuie sur le secret défense des conditions de travail de cette époque pour refuser la reconnaissance en maladie professionnelle. On est dans une situation où ces travailleurs sont maintenus dans l'invisibilité, et ça se passe dans tous les pays nucléarisés, parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose que de recourir à des travailleurs précaires pour pouvoir gérer la radioactivité sans avoir à assumer que cette radioactivité dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez bien sûr ensuite les travailleurs qui sont chargés de la gestion accidentelle et post-accidentelle.
c'est-à-dire ceux qu'on a appelés les liquidateurs, ceux qui continuent à Tchernobyl et à Fukushima d'avoir au quotidien à gérer les suites de ces accidents qui sont des suites sans fin. Je vais m'arrêter là parce que, bien sûr, la vigie, vous connaissez tout ça, mais je voulais insister sur cette invisibilité parce que c'est aussi ça que nous devons briser tous ensemble. Mais il faut effectivement que les générations suivantes prennent le relais et continuent ce combat. Merci Annie. Je suis ému d'avoir été sollicité pour prendre la parole devant toutes ces personnes que j'ai rencontrées, beaucoup en tout cas, dans notre combat à la CIRAD. Alors je vais juste dire quelques mots par rapport à la présence de l'OMS. C'est vrai qu'on connaît, nous, la CIRAD, l'OMS, pour ses rapports qu'elle a écrits. Malheureusement, elle n'en a pas écrit du tout, c'est ça. C'est plutôt qu'elle a signé des rapports. Signé des rapports écrits par d'autres. Et ça, c'est scandaleux. Et l'OMS, dès le départ, très rapidement en tout cas, et en particulier à partir de 1959, a déserté le monde de la radioprotection, même si ce n'est pas un monde parfait, loin de là, mais au moins, elle aurait dû garder des compétences. Elle les a perdues. Elle aurait pu jouer un rôle de contre-pouvoir par rapport à l'AIEA, elle ne l'a pas joué. Et en ce sens-là, on peut parler de crime. Et le livre de Tcherkov, le crime de Tchernobyl, c'est aussi ce crime-là, c'est-à-dire d'une institution financée par des fonds publics, par nous, et qui ne nous a pas assuré notre protection. Chers amis, tout d'abord, comme Rémi Pagani l'a fait, je veux dire mon immense admiration pour ces 10 ans de vigie. 10 ans de courage, d'endurance, de détermination pour toutes ces personnes qui, à tour de rôle, avec une infinie patience, ont monté la garde devant l'OMS. Si ces courageuses vigies ont dû affronter les caprices de la météo, elles ont aussi et surtout été confrontées à l'indifférence et au fin de non-recevoir que leur a opposé l'inébranlable OMS qui, droite dans ses bottes, campant sur ses positions, a balayé inlassablement toutes les critiques. Non, l'accord conclu avec l'AIEA ne gêne en aucune façon sa mission. Et pourtant, c'est bien cet accord scélérat qui est dénoncé depuis des années, tant par la vigie que par les manifestations citoyennes qui l'ont précédé. Cela fait donc ainsi plus de 20 ans que l'OMS subit critiques, protestations sans broncher. Quelle santé! Le premier article paru dans le journal de Contratome sous la plume de Paul Boni, intitulé OMS AIEA Perfide Alliance, date de 1996. À partir de cette date, sous l'impulsion de Paul Boni, lui-même coaché par le docteur Michel Fernet et par Vladimir Tcherkov, Contratome s'est lancé à l'assaut de l'OMS avec toute une panoplie d'actions de son cru. Pour la petite histoire, je vous livre ici la conclusion de Mme Ruth Dreyfus, alors ministre de la Santé, dans sa lettre du 19 juin 2001. En ce qui concerne votre perception de l'OMS, nous la regrettons et ne pouvons que vous rendre attentif à la déclaration numéro 06 du 23 février 2001 de l'OMS qui confirme le souci d'indépendance de cette organisation dans ses actions et ses informations. Punkt Schluss. Il est clair qu'aussi longtemps que les organisations internationales continueront à minimiser l'impact des effets de la radioactivité sur l'être humain et l'environnement, l'opinion publique, maintenue dans l'ignorance, continuera à penser que l'atome, tout compte fait, c'est pas si dangereux. C'est ce qui se passe actuellement au Japon, où l'on incite la population à retourner vivre sur les zones contaminées, en mettant en avant la thèse selon laquelle le département de Fukushima offrirait
maintenant des conditions de sécurité en matière de radioactivité. Et là, je voudrais rappeler l'appel à l'aide qu'a lancé Madame Riiko Moto, habitante de Fukushima à l'OMS le 11 mars 2016. Mesdames et messieurs de l'OMS, ce dont nous avons besoin ici, à Fukushima en ce moment, ce sont des examens épidémiologiques systématiques. Nous devrions pouvoir étudier sérieusement les conséquences des rayonnements ionisants chez les habitants, notamment chez les enfants. Il est urgent de mettre en place des mesures qui limitent les effets de la radioactivité. Nous demandons à l'OMS qu'elle prenne la tête d'actions et de mesures appropriées pour sauver la santé des enfants japonais. Nous vous le demandons solennellement et nous comptons beaucoup sur vous. Merci. Pour contrer cette emprise généralisée de l'économie sur nos vies, c'est maintenant à la résistance citoyenne d'occuper le terrain, comme l'ont fait par exemple les vigies pendant 10 ans. Le lobby nucléaire est partout, nous aussi. Vive la résistance, vive la ville. Bravo. Dans l'anonymat. Je pense qu'ici on se retrouve tous avec cette rage à Genève, où se retrouve un réseau de militants qui tentent depuis longtemps d'arrêter la folie nucléaire. Et nous sommes face à un mur. Face à un mur avec des parois de verre. Mais face à un ennemi invisible, inodore et sans saveur, mais combien toxique, dont les promoteurs publics et privés et leurs experts savent aussi très bien se rendre invisibles derrière ces façades de commissions et d'institutions opaques comme l'OMS, malgré leurs baies vitrées. Face à ce mur, nous continuons sans relâche à porter nos coups. Même les petits coups dans les chevilles, ça fissure les colosses aux pieds d'argile. Nous commençons à entendre que le nucléaire n'est plus un symbole de progrès. Le colosse se fissure. Et puis, comme le dit Albert Camus, vivre, ce n'est pas se résigner. Continuons nos actions pour un monde sans nucléaire, ni civil, ni militaire. La parole est maintenant à l'initiateur de la vigie, Paul. Oui, on m'a demandé de dire quelques mots, mais finalement il y en a pas mal. Hein. Bon, je tiens tout d'abord, au nom du collectif Independentou, à remercier toutes les personnes, environ 450, qui ont assuré ici pendant 10 années la permanence du témoignage pour les victimes non reconnues de la pollution radioactive. Pendant ces 10 années, de nombreuses personnes employées à l'OMS sont venues nous témoigner leur sympathie et nous dire combien notre action était justifiée. Nous n'avons pu malheureusement exercer une pression suffisante qui aurait pu faire changer le comportement criminel de cette institution, laquelle est aux ordres des pays nucléarisés. Mais nous avons sûrement participé à faire connaître un peu mieux le crime de non-assistance dont elle est coupable. La fin de l'action de vigie n'est pas la fin du combat pour l'indépendance de l'OMS, pour la reconnaissance des victimes de la pollution radioactive. Nous sommes sur le chemin, place à l'imagination pour les formes à donner à ce combat maintenant. Et en attendant d'illustres et hypothétiques sauveurs, c'est sur nous, les citoyens du monde, que nous pouvons compter. À ce sujet, je rappelle ce que m'a chuchoté à l'oreille la directrice de l'OMS au terme de l'entrevue au lendemain de l'explosion des réacteurs de Fukushima. Madame Chan me chuchota, vous savez, on peut faire beaucoup plus. On peut faire beaucoup plus quand on n'est pas payé pour le faire. Voilà, sans commentaire. Sûr qu'ici, aucun d'entre nous n'a été payé pour tenir la vigie. Pour ma part, je me permets de dire que j'ai été bien récompensé par la satisfaction d'accomplir quelque chose de beau. Oui, modestement, je le dis, en me plantant ici face à l'OMS pour témoigner de la souffrance des victimes de la pollution radioactive,
j'ai eu le sentiment d'embellir le monde. Et attelé à un sujet aussi grave, nous avons aussi su, me semble-t-il, garder de la place pour la légèreté, le rire. Ce fut une bien belle aventure humaine, elle va demeurer gravée ici, dans le bronze. Ouais. Je signe ici, là? Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis dans la dédicace? On lui a fait allusion à ce que Paul nous a rappelé, à savoir qu'il est plus facile de faire ce que nous faisons si on n'est pas payé. On le lui rappelle là-dedans en espérant que maintenant qu'elle est libérée de ses patrons, peut-être qu'elle pourra dire la vérité sur les conséquences pour les victimes des faibles doses de la radioactivité. Tu vois, Vladimir, la nouvelle couverture. Ah, d'accord. Il est comment dire, complété par ce qui s'est passé après 2006, quand il est sorti en français. D'accord. Oui, oui, oui. Il y a les comptes rendus de nos rencontres avec la dame. D'accord. Ah, d'accord. On n'est toujours pas d'accord. C'est incroyable. Soit carrément du béton, etc. Par année. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour. Vous êtes tous gênés? Mais j'ai le cœur chaud. J'ai le cœur chaud. Bonjour. 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 Asseyez-vous, je vous en prie. Comme vous voulez. Vous voulez vous mettre là, par ici? Alors. Soyez les bienvenus. Ce matin, on a eu une cérémonie par rapport au 31 anniversaire de Tchernobyl. Il y avait les ambassadeurs de la Russie, de l'Ukraine et du Bélarus. Surtout que la plupart d'entre eux, ils étaient là. L'ambassadeur de Bélarussie, il était un tout petit gamin quand il était là avec sa grand-mère, quand l'accident de Tchernobyl est arrivé. Et tout ça, ce sont des gens qui ont vécu ça en première main. Et voilà. Donc, je me présente, j'ai oublié de faire ça, mais je crois qu'on se connaît déjà plusieurs mois. Je suis le docteur Maria Neira, je suis la directrice du département de santé publique et environnement. Je suis accompagnée par d'autres collègues que je crois que vous connaissez aussi. Émilie, pourquoi tu te présentes? Émilie Van de Vanter, responsable du groupe de rayonnement ici dans le département de Dr Maria Neira. Je m'appelle Jonathan Carr, je suis médecin, je travaille avec Émilie dans la même équipe sur les sujets de radiation aussi. Donc voilà, je vous écoute. La raison de notre venue, c'était d'offrir ce livre à Madame Chan avec une dédicace. Livre qui lui explique pourquoi nous avons fait cette vigie et que nous considérons que la politique de l'OMS est criminelle. C'est l'opinion que nous avons et ce livre le démontre. Si Madame Chan, maintenant qu'elle aura son temps en dehors des fonctions qu'elle n'aura plus maintenant, qu'elle sera libre de ses opinions, puisqu'elle nous a dit au moment où nous nous sommes rencontrés, elle a dit à Paul Rouleau, qui est l'initiateur de la vigie,
qu'il est plus facile de faire ce que nous faisons si on n'est pas payé pour le faire. Et c'est ce qui a motivé cette dédicace, c'est justement de lui offrir, maintenant qu'elle n'est plus conditionnée par sa fonction, de prendre acte et peut-être de témoigner de la vérité de ce que sont réellement les souffrances et de quelle est la gravité de l'absence de l'OMS dans l'intervention pour aider et pour dire la vérité à ces victimes de Tchernobyl. C'était la raison de notre rencontre. Et au nom de Margaret Chan, je prends la copie, et que évidemment je lui transmettrai. Je ne peux pas éviter de vous dire que quand vous utilisez ces mots en disant que c'est votre opinion criminelle, ça m'est vraiment... C'est le titre du livre, oui, il suffit de le lire pour comprendre le sens. C'est parfait, on va le lire avec beaucoup d'intérêt, c'est les titres des livres, c'est les crimes de Tchernobyl qu'on peut même... Si, le crime... Mais de dire que l'OMS est criminel, ça je ne peux pas... La responsabilité la plus grave, à notre avis, c'est que la vôtre, parce que vous êtes les représentants pour le monde entier de la santé humaine, celui qui doit protéger la santé humaine, oui. Et qui en réalité ne fait que signer les documents sur les rapports entre la radioactivité et la santé que vous passe l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est absolument faux. Et je le répète encore une fois, et j'ai le plaisir de vous le répéter encore une fois, je crois que ça fait déjà plusieurs fois. Vous avez le droit de vous exprimer, c'est très bien, et c'est d'ailleurs la chose fondamentale pour la santé publique, qui n'est pas dans les mains de personnes. Il y a plein de journalistes comme on a aujourd'hui, heureusement, et plein de scientifiques, et plein de tout le monde qui veille à la transparence de la santé publique. Donc l'indépendance de l'OMS est 100% gérée et prouvée. Il ne s'agit pas de la transparence, il s'agit de dire la vérité et de la chercher. Absolument. Et de la reconnaître. Alors je respecte énormément votre opinion, mais quand vous dites que Margaret Chan vous a dit que non... Vous êtes libre, elle nous a dit, vous êtes libre. Bah, bien sûr que vous êtes libre. En mais disant qu'elle ne l'était pas. C'est plus facile. Et votre spéculation. On a toute la liberté scientifique et on l'utilise tous les jours parce qu'on est très, très intéressé à la santé humaine, comme vous dites, et on a fait des causes énormes. Justement, on se va avec l'industrie chimique tous les jours, on se va avec l'industrie du tabac, on se va avec tous les industries. Vous étiez absent à Tchernobyl pendant 5 ans. On était absent. Absent de Tchernobyl. C'est l'AEA qui était sur le terrain. Je pense que Madame... Je voudrais juste faire un commentaire. Je suis chercheur en santé publique de l'INSERM à Paris. Et malheureusement, il y a tout un... je dirais, la construction d'une appréciation mensongère des effets sanitaires. Il y a des travaux, mais ces travaux, ce que la science officielle retient, c'est une toute petite partie de ce qu'on sait. J'ai fait des enquêtes pendant 15 ans, professionnellement, et je continue à travailler sur les maladies professionnelles liées à la radioactivité. Et lorsque je regarde les bibliographies de la science officielle, ne sont jamais présentes. Les travaux de Alice Stewart, de Thomas Mancuso et de beaucoup d'autres chercheurs qui ont produit de la connaissance. Et cette connaissance n'est pas reconnue. Au fil des années, malgré tous ces travaux, malgré tous les efforts qui ont été faits, à la fois par des scientifiques et par des militants, pour porter à la connaissance du public tous ces travaux, nous ne voyons pas évoluer les choses par rapport aux effets sanitaires de la radioactivité. Alors je vais faire la comparaison avec l'amiante. Là je vous arrête parce qu'effectivement il y a quand même des journalistes qui prennent note de ça et c'est très injuste ce que vous dites. L'OMS a été présente pour faire la guerre contre l'amiante. C'est pas qu'on a été après les règles européennes du tout. On a justement inspiré les règles européennes. Donc je vous arrête un peu sur ça parce qu'effectivement
La science, je respecte énormément, comme vous dites, votre travail scientifique, c'était génial, c'est ce que nous on fait tous les jours. La beauté de l'OMS, je peux dire, c'est qu'on peut faire appel à tous les meilleurs scientifiques du monde. Évidemment, puisque vous êtes scientifique, vous le savez très bien, il faut mettre des bases pour la science, c'est-à-dire il faut se mettre d'accord sur quelles sont les études, qu'est-ce qu'on va chercher et quels sont les critères pour évaluer cette science. Vous les connaissez aussi bien que moi. Quand on fait des études, si vous regardez la bibliographie, il y a des pages comme ça, des bibliographies de toutes les grandes études ont été contemplées, toutes les études qui ont suivi, toutes les bases, les critères, toutes ces études qui peuvent être publiées dans les journaux peer review, c'est-à-dire révisées par les peers. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Pourquoi on aurait des conflits d'intérêt? Pourquoi Pourquoi on aurait des conflits d'intérêt? Juste préciser quel est ce conflit d'intérêt. Mais on ne l'a pas. Il ne faut pas préciser parce qu'il C'est exactement ce que je vais dire. Il n'y en a pas. Le conflit d'intérêt réside dans le fait que l'AIAE, attendez, je peux terminer, Maria? C'est la fini à un moment, non? C'est l'AIAE qui a une partie de son mandat, c'est la promotion, c'est de promouvoir l'utilisation pacifique de l'atome. C'est leur mandat, pas les nôtres. Oui, mais j'ai pas fini. Et pourtant, c'est l'AIAE, parce que vous-même, vous avez dit à un journaliste au Monde, nous avons toute notre information sur les rayonnements de l'AIAE. C'est dans un article dans Le Monde avec une justement, puisque vous êtes en train de prendre des phrases ici et là et de sortir les contextes. C'est curieux, c'est dans la même direction. Mais j'ai pas tout à fait fini. Les premières informations, ça vient de l'AIAE et des gens qui étaient là. Parce que nous, on ne peut pas entrer au début parce que il y a une agence internationale qui a ces mandats-là. Alors, Alex donc, Rosen il ne faut pas sortir mes phrases de contexte, et ça, c'est un peu. Non, je pense que quand vous dites même. que toutes nos informations viennent de l'AIAE. Je n'ai pas dit ça. Je dis les la journaliste a mal rapporté. Non, mais j'aimerais juste ajouter quelque chose parce que les deux rapports de l'OMS ont été analysés par Alex Rosen de IPPNW. Et quand on regarde les auteurs de ces deux rapports, il y a une majorité qui travaille pour l'AIAE. Si j'amène les deux rapports, on peut regarder qui a écrit ces rapports. C'est l'AIAE. Non. C'est des membres de l'AIAE. Je peux les amener. Oui, mais vous pouvez les amener, nous on les a écrits. Donc on sait tout à fait. Les deux rapports sur Fukushima. Oui. Vous les amenez, s'il vous plaît, on va le faire plus de façon frontale. On refuse cette idée que vous continuez à insister sur le fait qu'on est vendu à l'AIAE. Pas on est complètement libre. Et je vais vous dire plus. Si on n'était pas libre, la communauté scientifique est là pour publier, pour nous montrer qu'on est fort. On attend mieux que ça. Mais attendez, la communauté scientifique, elle n'est pas homogène. Et le gros problème, c'est les rapports de domination qu'il y a à l'intérieur de la communauté scientifique entre ceux qui sélectionnent, mais vous prenez ce qui a été considéré comme étant la doctrine officielle, je parle à dessein de doctrine, par ceux qui en France travaillent sur la radioactivité. Quand vous voyez que ce sont des professeurs comme le professeur Orango, le professeur Tubiana, qui ont... C'est la France, mais attendez. Non, je pourrais vous donner des milliers d'autres noms. Non, mais attendez. Je veux dire, la science est faite comme ça. La science est faite comme ça. Justement. Mais justement, quand vous regardez quelle est la science officielle qui est sélectionnée, et je tiens à ce mot, parce que lorsque vous voyez les publications en France, vous ne retrouvez jamais Rosalie Bertel, vous ne retrouvez jamais Thomas Mancuso, vous ne retrouvez jamais des gens comme Roger Bella qui ont travaillé sur Tchernobyl. Madame, que vous êtes scientifique, vous connaissez qu'il y a des publications scientifiques, d'accord? Ces publications scientifiques se font un plaisir de publier des articles peer review. Ceux que je vous nomme sont peer review. Nous, on a fait une analyse du Chernobyl Forum et le livre publié par l'Académie des sciences de New York. Et les articles publiés dans les peer reviews, c'était
40% dans le livre du New York Academy of Sciences et c'était 18% dans le Chernobyl Forum. C'était vraiment... Vous savez très bien que l'Academy of Sciences de New York, dans la première page de son livre que vous avez publié, ils disent « Nous, on a publié, c'est-à-dire on a imprimé. » Mais on n'endorse pas, on ne seconde pas ce qui a publié des gens. Je vais vous donner l'article que j'ai publié, tout cela c'est complètement faux. C'était totalement sélectif. C'est la première page. C'est qu'ils ont publié ce livre de Yablokov et Nesterenko justement parce que c'était une œuvre de qualité. Et je vais vous amener l'article, je l'analyse en détail. Ce qui est là-dedans, c'est pas un peer review. C'est pas ce livre-là. Non, bien sûr. Et 40% était dans les peer-reviewed journals. Mais dans le livre du Chernobyl Forum, qui est le flagship de l'ONU, la proportion était de 18%. Ça, c'est lamentable pour une publication scientifique. On a vraiment fait l'analyse, je vais vous l'envoyer. Bon, je pense que cette conversation, comme vous savez, ça pourrait se prolonger pendant un dessert, parce qu'on a eu déjà... Ce que j'aimerais savoir simplement une chose, c'est qu'est-ce que l'OMS a réellement fait sur le terrain, en dehors de ceux qu'elle a signé à côté de l'AIEA. Quand je prends le rapport des 20 ans de Tchernobyl, qui a été publié en 2006, il a été fait à 99% par l'AIEA, et l'OMS a mis sa signature dessus. Il est scandaleux, ce rapport. Il est totalement scandaleux. Et qu'est-ce que l'OMS a réellement produit? Moi, je veux savoir. Parce que, sur le terrain, parce que, effectivement, vous dites, vous avez fait des choses, vous avez reçu des gens aujourd'hui, très bien, mais pour moi, c'est pas ça qui est important. Vous jouez votre rôle, là, vous recevez des gens, vous les écoutez, très bien, mais c'est pas ça. Nous, on attend de vous un vrai travail de terrain et scientifique, et des publications, et qui soient contradictoires avec ceux de l'AIEA. Sur le terrain militaire, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que vous avez fait sur les terrains des essais nucléaires? On vous attend, là, sur le terrain. On ne vous a pas trouvé. Je suis désolé. Nous, on amène la science après et on doit faire les constatations et l'assessment et l'évaluation. Voilà. Et c'est pour ça que peut-être c'est une incompréhension de quel est le rôle de l'OMS et pourquoi on pourrait prolonger, comme je disais, ces conversations autant que vous voulez. Je vous assure encore une fois, l'intérêt de l'OMS sur le travail qu'on fait sur les rayonnements, c'est évidemment la protection de la santé publique. Je pense qu'il y a deux questions qui sont séparées ici, qu'on a traitées tout ensemble, c'est si on est à faveur de l'énergie nucléaire ou pas, est-ce qu'il y a une question qui n'est pas en discussion? Non, c'est pas notre discussion. C'est pas du tout notre discussion. Ce qui nous intéresse, c'est la santé. Et nous aussi. Je peux vous poser une question. J'ai dédié à la santé des gens depuis plus de... Vous personnellement, peut-être, mais on parle de votre institution. Mais c'est l'institution. C'est pas de votre personne qu'on parle, on parle de votre institution. L'institution fait des personnes, et les personnes très honnêtes. Oui, alors justement, je peux poser une question à la personne que vous êtes. Vous êtes passionné que vous. À votre avis, pourquoi nous prenons-nous comme ça avec l'OMS? À votre avis, pourquoi? Je ne sais pas, j'essaie de Nous sommes complètement stupides ou c'est une espèce de plaisir de se trouver à une cible? À mon avis, vous vous trompez de cible. Je vais vous... Quelle est la bonne cible? Vous appelez comment? Organisation mondiale de quoi? De la santé. De la santé. Et sur la santé, justement, nous vous demandons qu'est-ce que vous avez produit? Et je peux vous donner plein de choses qu'on a produites. Et vous n'avez rien donné. Ça vous satisfait. Non. Bon. Donc, je vais vous faire une suggestion. L'industrie nucléaire est une industrie jeune. Il aurait été nécessaire de mettre en place des registres concernant tout d'abord un suivi de tous les travailleurs, et pas seulement des travailleurs stables et statutaires, mais tous ceux qui font véritablement tourner le nucléaire, notamment les sous-traitants qui assurent la maintenance. Et il aurait été nécessaire de faire un recensement de toutes les pathologies chez ces travailleurs. Et à ce moment-là, on aurait aujourd'hui une discussion sur la base de données
aucun ressort. Malheureusement, j'ai un avion à prendre. J'avais dit que malheureusement, je vais partir. Et comme je vous dis, le but d'aujourd'hui, c'était de recevoir les livres. On est très content de les recevoir. Je crois que le reste des discussions, c'est pas pour 2 minutes devant les caméras. Non. Et de cette façon-là, on va poursuivre par communication parce qu'il y avait 2 questions très précises qui étaient relevées et je pense qu'on va les poursuivre. Madame Lera, est-ce que vous pouvez comprendre que vous pouvez être inquiet, par exemple, quand je vois les territoires hautement contaminés? Moi, je m'inquiète de ça. Mais moi aussi, je me dis, il y a vraiment à s'inquiéter de ça. Moi aussi, justement. Non, c'est pour ça que je dis que vous trouvez son nom. Ah oui, madame. Merci de l'avoir reçu. Merci, hein. Merci tout le monde. Et puis, j'en sais à toi. Monsieur le garde. Bon voyage. Et on ne refuse pas les interviews, on ne refuse rien du tout. On est très content de parler de tout ce que vous voulez. Bon voyage. Au revoir. Bon voyage, tout le monde. Au revoir. Remerciements aussi aux personnes qui ont offert l'hébergement aux vigies. Notre remerciement également aux élus de la ville de Genève qui ont soutenu notre action. Des associations ont apporté leur soutien à notre action dès son lancement. Il s'agit du réseau Sortir du nucléaire, de la CRIRAD,
de Contratome, d'Enfants de Tchernobyl Bélarus, de Brut de Béton Production, d'IPPNW, les médecins contre la guerre nucléaire, et de PHM, Mouvement des peuples pour la santé. Un remerciement particulier à Vladimir et Emanuela, qui grâce à leur travail d'écriture et cinématographique m'ont permis de découvrir le funeste rôle que joue l'OMS et m'ont motivé à proposer cette action de témoignage permanent pour les victimes de la pollution radioactive. Un remerciement particulier aussi à Alison, qui lors de mon premier appel téléphonique en juillet 2006, m'a tout de suite exprimé son enthousiasme pour le lancement de l'action. Un grand merci à ma compagne Thérèse, qui avec enthousiasme également s'est associée à l'aventure, sachant pourtant que ça allait bien nous occuper. Un remerciement également à Christophe, qui a donné beaucoup de son temps, en plus de la vigie, pour l'organisation des divers événements d'IW, notamment les 2 forums qu'on a organisés ici. Je ne saurais oublier Jean-Yves, couvert de son béret. Un autre irréductible que je ne voudrais pas oublier, c'est Denis de Noirmoutier. Un grand merci aux personnes de Contratome, Sylvie et son compagnon, et aussi Anne-Cécile, qui tous les samedis soirs d'Angers nous ont servi un délicieux et chaleureux repas. Nous avons aussi une pensée pour celles et ceux qui ont témoigné ici et qui aujourd'hui nous ont quittés. Je garde le sentiment d'avoir vécu de beaux moments.